Alors, les Imaginales touchent à leur fin. On est dimanche matin, ça se lève un petit peu. Donc, c'était 3 jours super. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de films. Du coup, je ne vais pas tout montrer tout de suite. On a un blog, allez voir maintenant. Le mythe arthurien entre l'histoire et la fiction. Arthur, c'est l'ours. Il fait 3 mètres de hauteur. Sinon, en mot de fin, je vous dirais simplement lisez, puis rêvez, ça fait plaisir. Bonjour et bienvenue donc, à cette table ronde autour du mythe arthurien, le roi Arthur entre mythe et fiction. Merci de braver la chaleur et la torpeur de l'après-repas pour suivre ces réflexions qui seront, je n'en doute pas, passionnantes et qui sauront vous tenir en éveil. Alors, on a pour parler du roi Arthur autour de nous, Georges Bertin. Si tu veux l'utiliser pour te... Georges Bertin, qui est ici, directeur de recherche en sciences sociales au CNAM des Pays de Loire jusqu'en 2016. Georges Bertin est sociologue, socio-anthropologue, spécialisé dans les travaux sur l'imaginaire, dans la lignée de Jung ou de Gilbert Durand, donc des mythes, du symbolisme, notamment arthurien, même s'il a aussi travaillé par exemple sur les pèlerins de Compostelle ou sur le symbolisme franc-maçon. Et il nous fait d'ailleurs le plaisir de venir à l'invitation des Imaginales maçonniques et ésotériques. Et donc il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le symbolisme arthurien. Justine Breton est agrégée de lettres et docteur en littérature médiévale, et donc elle a fait une thèse sur la représentation du pouvoir dans la geste arthurienne et ses réécritures contemporaines, notamment au cinéma, à la télévision. Parmi ses centres d'intérêt et ce qu'elle a développé, il y a l'œuvre de T.H. White, dont elle aura sans doute l'occasion de nous parler. Elle a consacré des articles à Game of Thrones, ou encore donc à la série Camelot, auquel elle a consacré un ouvrage, sur lequel elle a co-dirigé un ouvrage avec Florian Besson. Donc Camelot, un livre d'histoire, le premier ouvrage universitaire sur cette série, qui est paru il y a quelques mois chez Vendémiaire. Et enfin, Fabien Clavel, enseignant de lettres classiques et romancier d'imaginaire, dans tous les genres et pour tous les publics, puisque ça va des collégiens avec sa série Panique dans la mythologie chez Rageot, aux adultes, par exemple pour son très beau roman steampunk Feuillet de cuivre chez ActuSF. Et Fabien Clavel apprécie particulièrement de retravailler des matériaux préexistants, que ce soit des époques historiques ou bien des grands textes de la tradition littéraire, comme l'Odyssée, sur lequel il a travaillé. Il a écrit la dernière Odyssée, déjà en 2007 chez Mango. Ou, donc pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il a consacré L'apprenti de Merlin, donc 4 tomes, à une réécriture arthurienne pour jeunes lecteurs chez Mango entre 2010 et 2013, donc l'histoire d'Anna, l'apprenti de Merlin. Alors pour cette table ronde, je vais d'abord laisser la parole à Georges Bertin, qui va nous permettre de remonter aux origines de la légende et des textes littéraires consacrés à Arthur. Et puis les deux autres invités pourront intervenir à tout moment pour ajouter leur grain de sel sur ces différents éléments qui vont se stratifier, s'ajouter les uns aux autres pour aboutir à ce qu'on connaît du roi Arthur. Je m'aperçois que le monsieur qui devait passer les diapos est parti. Bon, alors attends, je vais y aller. C'est un peu mon job, hein. Bah non. Non, tu ne peux pas parce qu'il faut qu'il y ait un micro. Ah, c'est vrai, il faut qu'il y ait un ouais. Donc non. Toi, tu ne vas pas pouvoir parce que c'est trop... il faudrait des bras élastiques. Donc... Je veux bien. Un volontaire, c'est présent. Laurie Guillot, volontaire.
Homme à tout faire. Spécialiste des Arthuriens. Je suis présent. Merci. Merci Laurie. Merci, chers confrères. Bien, tu peux y aller pour la première. Donc j'ai essayé de très rapidement d'esquisser, parce que ça va pas être une conférence, c'est juste quelques mots pour planter le décor en quelque sorte. Le roi Arthur, le débat est toujours actuel d'ailleurs, de savoir si c'est un mythe ou si c'est un héros qui aurait emprunté à la réalité un certain nombre de traits. Soit une figure légendaire, une figure historique ou une figure littéraire. La figure littéraire, on en est sûr. Votre présence ici, d'ailleurs, le prouve, puisqu'encore aujourd'hui, on écrit, on ne cesse de réécrire, que ce soit d'ailleurs dans la littérature, au cinéma, dans les jeux vidéo, la figure du roi Arthur. La figure historique, on en est un petit peu moins sûr. Il y a quelques bribes qui nous permettent de le penser. La figure légendaire, tu peux y aller, c'est un peu plus sûr. Alors, le folklore, les folklores des pays occidentaux nous présentent très souvent des hypothèses sur les origines légendaires, sur les racines mythologiques du roi Arthur. La première a été développée dans Alban Gauthier, qui est un professeur de l'université de Picardie, je crois. Non. Il était à Boulogne, et puis Boulogne, voilà, oui. Et qui a fait un très bel ouvrage sur le roi Arthur et qui nous montre que le roi Arthur emprunte, ne serait-ce que par son nom d'ailleurs, Arthos, l'ours, des traits à cet animal mythologique. Ce qui lui donne d'ailleurs, ayant acquis la force de l'ours, la possibilité des exploits surhumains. On peut d'ailleurs constater lorsqu'on se promène en Écosse et qu'on aperçoit la chair d'Arthur, et la chair d'Arthur elle était certainement la chair de quelqu'un qui avait des proportions extraordinaires, quelque part surhumaines. Cette idée de l'ours héros prend racine dans un conte, le conte 301 de la classification internationale Antonsen, et le conte de Jean Lelours. Et à chaque fois, il est associé, je le disais, par exemple à des lieux de gigantisme, comme la chair de l'ours en Écosse, ou également à des constellations. La Grande Ourse porte également le nom de Arthos. Donc il y a aussi quelque part l'idée que le roi Arthur est un héros surhumain, mais qui nous indique la direction du Nord, qui indique sa direction à l'humanité lorsqu'on regarde le ciel. Et d'une certaine façon, à certaines époques de l'année, la projection de la constellation de la Grande Ourse nous donnerait aussi une marche à suivre sur les traces du roi Arthur. Il y a quelque chose là qui est intéressant. C'est un héros polaire. Est-ce qu'il y a des éléments, à votre connaissance, dans les réécritures qui prolongent cette légende-là de l'Arthur ours? Effectivement, oui, mais même si on reste dans le cadre médiéval, si on retourne par exemple sous le roi Henri II Plantagenet, Henri II est un souverain qui s'est retrouvé un peu pris à son propre piège dans l'utilisation de la légende arthurienne, puisqu'il a d'abord cherché à regrouper des textes et à faire écrire, en l'occurrence des textes, pour montrer qu'il était lui-même un descendant du roi Arthur, et que, en tant que descendant du roi Arthur, il avait cette même légitimité et cette même gloire, si vous voulez. Donc, c'est sûr que quand on est roi, c'est toujours plus prestigieux de se revendiquer, être un descendant du roi Arthur. Le problème, c'est que, vous le savez probablement, l'une des légendes du roi Arthur veut qu'il ne soit pas mort, mais qu'il soit éventuellement blessé mortellement, mais qu'il soit parti à Avalon ou ailleurs, d'où il reviendra un jour pour sauver son peuple, le peuple breton. Le problème, c'est que quand vous développez cette légende-là au XIIe et par la suite au XIIIe siècle, les gens se mettent à attendre le retour du roi Arthur qui viendra les sauver. Donc Henri II se retrouve avec un roi qu'il a voulu mettre en avant, mais que en fait, le peuple attend à sa place, à la place du roi actuel. Donc il a trouvé une autre solution, parce que après tout, on a toujours des techniques.
comme par hasard, à ce moment-là, hein, ça c'est le hasard fait vraiment bien les choses, il y a des moines qui vont retrouver en fait la tombe du roi Arthur. Donc dans une abbaye, on va retrouver. Sauf que cette tombe est absolument immense. Hein, ça fait un Arthur qui devrait faire un peu plus de 3 mètres, quelque chose comme ça. Donc Arthur, vu l'aura et son association avec l'ours, ne pouvait être qu'un géant de toute façon. Donc on retrouve sa tombe avec l'inscription nous dit que la tombe comporte aussi les ossements de sa seconde épouse Guenièvre. Alors pourquoi seconde, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Henri II va utiliser cette découverte, avec d'énormes guillemets, qui l'arrange bien pour montrer que le roi Arthur a bel et bien existé, c'est bien mon ancêtre, mais vous voyez, il n'est pas parti à Avalon ou je ne sais où, il est bien mort, ses ossements sont là. On ne peut plus avoir de roi légendaire qui va revenir sauver le peuple. Le véritable sauveur du peuple, c'est moi, aimez-moi. Voilà, c'est un peu cette idée. Donc on retrouve un petit peu des clins d'œil comme ça à cette taille et ce gigantisme aussi en gloire du personnage. Oui, l'invention de la tombe du roi Arthur se fait en 1191 dans l'abbaye de Glastonbury. D'ailleurs, Henri II n'en profitera pas lui-même parce qu'il est mort. Hein, c'est Richard Cœur de Lion qui sera roi d'Angleterre à l'époque. On peut continuer peut-être. Alors, on a